Créé en février 2020, Corsalis est un acteur de la logistique urbaine, ce qu'on appelle parfois logistique du dernier quart d'heure ou du dernier kilomètre. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Alors c'est un secteur clé à l'heure où la pandémie a boosté le e-commerce et le souhait des Français de se voir livrer à domicile. Pour en parler, nous sommes avec Rémi Golléger, directeur associé de Corsalis Logistics Real Estate. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de 2022, mais j'aimerais qu'on fasse un petit retour au moins sur 2021. Vous avez été créé, vous l'avez souligné tout à l'heure quand on a échangé en février, juste au moment du Covid. Donc comment s'est passé 2021 à l'heure où la logistique en général, pas celle du dernier kilomètre nécessairement, mais a vu les compteurs exploser. 2021 a été un peu dans la prolongation malheureusement de 2020 et a continué à exacerber en fait les effets et des évolutions des mœurs de consommation avec la croissance du e-commerce, de la livraison à domicile et accentué évidemment par les effets de la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que on est dans la continuité de à la fois ce qu'on avait quand même anticipé au moment où on a créé cette société et à la fois de ce qu'on a connu en 2020 avec un ancrage de plus en plus dur de ces évolutions des habitudes de consommation exacerbé encore une fois par les contraintes sanitaires et l'obligation de rester à domicile. Donc on va dire que 2021 est dans la continuité de 2020 et finalement qui renforce les convictions sur lesquelles on a effectivement créé Corsalis, à savoir la nécessité de pouvoir mettre à disposition des outils robustes pour les villes, pour permettre de rendre soutenables tous ces flux de marchandises qui, de plus en plus, circulent dans les centres-villes à destination des particuliers et des professionnels. Et comment est-ce que ça s'est traduit en 2021 ? Par des acquisitions peut-être emblématiques, je ne sais pas. Alors oui, effectivement, comme vous l'indiquez, on a créé cette société en début d'année 2020, donc on est quand même relativement jeune. Les cycles immobiliers étant, comme vous le savez, eux, un peu plus longs. Donc 2021, c'était vraiment notre année de lancement, je dirais année pleine, après une année 2020 de ramp-up. Cette année 2021 a effectivement vu nos premières réalisations, acquisitions se concrétiser pour des opérations, on pourra y venir un peu plus en détail tout à l'heure, mais qui sont aujourd'hui en fin de travaux pour notre première opération sur Paris, la manufacture de Reuilly, et puis une acquisition plus récente qui s'est concrétisée en fin d'année dernière à Lille, qui est, je dirais, l'illustration de la poursuite de notre développement sur l'ensemble du territoire, donc, parce qu'on a une activité qui n'est pas centrée uniquement sur Paris, mais sur la plupart des grandes agglomérations françaises. On peut en parler un peu en détail de Lille. C'est un beau bâtiment en briques rouges. C'était une filature, c'est ça ? Alors, on l'a appelé la filature, effectivement, parce que ce sont en termes d'éléments de langage, on a souhaité donner des patronymes à nos projets qui ont un lien avec l'activité historique des quartiers dans lesquels on s'implante. La grande spécificité, c'est que par rapport à l'immobilier logistique classique, nous, on arrive, on installe des activités, ou on réinstalle plus précisément des activités productive au cœur des centres-villes, et donc on aime bien en clin d'œil faire référence au tissu industriel qui pouvait exister il y a quelques décennies encore, et ce que l'on constate assez souvent, c'est que finalement dans nos projets urbains, on vient ramener des activités industrielles qui avaient disparu pendant quelques décennies au profit d'activités plus commerciales, et on redonne finalement au quartier une activité qu'ils avaient connue par le passé. Voilà, à la différence d'une implantation, je dirais, dans un champ, dans des zones d'activité périurbaine. Plus classique. Et justement, qu'est-ce qui va advenir de ce bâtiment ? Alors, qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors écoutez, donc c'est un immeuble qu'on a acheté en fin d'année dernière. Les travaux ont commencé d'ores et déjà. On a une durée prévisionnelle de travaux de l'ordre de 4 mois. Donc d'ici le printemps, les locaux devraient être livrés, mis à disposition de leurs futurs utilisateurs. Et c'est donc, comme sur la plupart de nos projets, un programme de réhabilitation complet, rénovation, remise en conformité de ce local, pour le rendre exploitable de manière, je dirais, confortable et en toute sécurité par nos futurs exploitants. Qui sont déjà connus ou qui Non, qui ne sont pas connus. On est en discussion avec un certain nombre d'acteurs
que l'on suit par ailleurs sur, je dirais, l'ensemble du territoire, voire en dehors des frontières de la France, puisqu'on a également nos activités en Italie. Et voilà, bon, je dirais l'acquisition est encore toute récente, on a encore un peu de temps pour finaliser tout ça, mais on a déjà effectivement des discussions avec des opérateurs. Alors justement, là on parle d'une typologie d'un actif en particulier. Quelle est la stratégie que vous mettez en place, la stratégie d'acquisition notamment ? Alors la stratégie, en fait, elle est vraiment basée, comme on l'indiquait tout à l'heure, sur les problématiques de distribution urbaine. Et le cœur de gamme, je dirais, de nos produits concerne des actifs en centre-ville, donc en tissu urbain dense. On est sur des typologies de bâtiments qui vont faire de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs milliers de mètres carrés. On parlait de Lille tout à l'heure, on est sur une surface de l'ordre de 2300 mètres carrés. La manufacture de Reuilly, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, fait 4500. À côté de ça, ailleurs en France, on a des opérations un peu plus petites ou un peu plus grandes par opportunité. Mais l'idée étant que ces activités-là, ces bâtiments soient implantés en cœur de ville et puissent desservir une zone de chalandise bien précise en étant du coup éligibles à de la mobilité douce et à des flux de livraison en véhicules zéro émission, qui est vraiment le sujet. Donc on est dans de l'ancrage local au cœur des zones de consommation pour permettre une distribution la plus soutenable possible pour les quartiers. Alors il peut s'agir par exemple d'anciens commerces qui ont fermé à cause ou peut-être pas du Covid et que vous pourriez transformer. Oui, alors de manière un peu caricaturale, il n'y a quasiment pas de limite sur l'utilisation initiale des locaux dont on se porte acquéreur. On peut avoir effectivement des locaux qui étaient des commerces, des locaux qui étaient des anciens sites industriels, c'est le cas du site de Lille. On peut imaginer tout type de locaux. On a simplement quelques critères qui nous permettent de juger de la possibilité d'implanter de manière convenable, satisfaisante, une activité de distribution urbaine à l'intérieur. Et quand je dis convenable, c'est à la fois pour les exploitants et à la fois pour les riverains. On est un opérateur, je dirais, durable et responsable, et donc on met un point d'attention majeur à ce que les locaux qu'on aménage et qu'on réimplante dans les quartiers amènent une activité qui apporte du service et pas des nuisances aux riverains. J'avais noté que vous n'étiez pas soumis à la présentation des dossiers en CDAC, c'est ça ? Alors, ça, oui, c'est absolument. un avantage important. Alors, oui, mais je dirais il est effectivement, on n'est pas sur des activités dites commerciales, donc il n'y a pas de CDAC. On n'est pas non plus sur des activités logistiques qui, elles, sont régies par la réglementation ICPE, parce qu'on est sur des sites qui sont plus petits, enfin trop petits, pour atteindre, je dirais, les seuils d'éligibilité de cette réglementation. Donc effectivement, vous avez raison, il y a un facteur de calendrier qui est plutôt bénéfique, parce qu'on n'a pas d'autorisation à obtenir sur ce volet-là. Pour autant, on est soumis aux règles d'urbanisme qui s'appliquent pour tous locaux en ville. Donc, on a effectivement un cadre réglementaire strict dans lequel on inscrit l'ensemble de nos projets. Et est-ce que vous avez une perspective sur le volume d'acquisition que vous voulez réaliser, ou est-ce que le volume est fonction de la demande au fil de l'eau, en fait ? Alors, non, on est clairement sur un marché qui est déséquilibré. Il y a une demande qui est beaucoup plus... Alors, peut-être même une part de demande non exprimée, clairement. Et c'est en tout cas le postulat sur lequel on se base. Mais il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. Puisqu'aujourd'hui, ce type de locaux en centre-ville sont encore assez rares. Et je dirais, on est assez peu nombreux à proposer des solutions... je dirais, en amont d'une expression de besoin d'un utilisateur. Donc nous, vraiment, notre métier, c'est de produire de l'offre immobilière pour essayer de répondre au fur et à mesure à cette demande d'acteurs locaux, exprimés ou non exprimés. Donc il y a un vrai déséquilibre, ce qui fait que, comment dirais-je, modulo nos ressources en termes d'effectifs, on n'a pas de limite, on ne se fixe pas de limite en nombre d'opérations qu'on peut gérer par an. On va dire qu'en moyenne, on tourne aux alentours d'une petite dizaine, 5 à 10 opérations par an entre la France et l'Italie. C'est en tout cas ce qu'on constate sur ces 2 premières années d'existence. Mais sur le principe, il n'y a pas de limitation. On est plutôt limité par le sourcing, donc notre capacité à identifier des opportunités d'acquisition qui répondent à notre cahier des charges, qui lui, pour le coup, est très strict. Et l'équipe est constituée de combien de personnes ? Alors aujourd'hui, nous sommes une petite dizaine de personnes réparties avec 2 collaborateurs, deux collaborateurs en Italie pour notre filiale italienne, et le reste de l'équipe basée
ici à Paris. Vous sourcez des actifs à Paris, un peu partout en France, et en Italie, où ça, Milan Alors oui, absolument. Sur l'Italie, on est vraiment sur les principales villes, donc Rome, Milan, Turin, Gênes. Donc voilà, les 4, 5, 6 principales villes sur lesquelles il y a des problématiques déjà de livraison, de desserte du centre-ville. Et puis sur la France, notre champ d'action, c'est les 15-20 principales agglomérations de France, que ce soit en termes de taille ou en termes de problématiques de desserte du centre-ville, soit pour des considérations géographiques. Vous prenez Nice, par exemple, qui est enclavée, etc. Donc là, il y a des problématiques. Donc ça fait partie des territoires sur lesquels on travaille. Et puis les principales villes de France, qui aujourd'hui, en plus, sont toutes à des niveaux plus ou moins avancés, très engagées sur des problématiques de régulation des accès au centre-ville avec les ZFE, les zones à trafic régulé, tout un cadre réglementaire qui, pour être opérable par les utilisateurs finaux, a besoin de solutions immobilières justement pour fonctionner de manière efficace. Est-ce que la difficulté n'est pas aussi de conjuguer l'envie des Français d'être livrés à domicile et la nécessité qu'on a de forcément mettre des lieux pour réceptionner les colis et de conjuguer tout ça de manière à ce que les riverains et les politiques, les élus, voient ça d'un bon œil? Alors, on est effectivement dans le pur paradoxe. Je pense qu'aujourd'hui, les mœurs de consommation vont pas évoluer de sitôt et tout le monde... chacun à son niveau a quand même pris l'habitude du confort qui est amené par la livraison à domicile. Donc je pense qu'un retour en arrière franc et massif est quand même difficilement imaginable, en tout cas à moyen terme. De l'autre côté, je pense qu'il n'y a pas un politique, pas une ville en France, quelle que soit sa taille, qui ne se préoccupe pas de la manière de organiser les flux de marchandises dans ses centres-villes ou dans sa périphérie. Donc je dirais il y a ces deux constats de chaque côté. Et au milieu, je dirais, il y a des gens comme nous, les acteurs de cet écosystème de la livraison urbaine, que ce soit des opérateurs logistiques ou que ce soit des opérateurs immobiliers, qui travaillent tous les jours à essayer de mettre en place des solutions qui permettent d'absorber ces flux de marchandises croissants, tout en les rendant moins visibles et moins nuisibles pour l'environnement, les quartiers, les villes. Voilà, donc c'est effectivement paradoxal, mais on vit avec cette composante aussi que d'un point de vue politique et administratif, tout ce qui est réglementation, plans locaux d'urbanisme, etc., évolue, mais ce sont des cycles d'évolution qui sont plus lents que le cycle et des modes de consommation et de l'immobilier. Donc on est un petit peu en décalage, mais bon voilà, c'est notre quotidien de composer avec ces différentes facettes de notre environnement. Et est-ce que, pour terminer, on pourrait évoquer une ou deux acquisitions qui sont dans les tuyaux ou concrétisées au début 2022 ? Alors, effectivement, on a pas mal d'opérations en Italie qui sont en cours. C'est peut-être moins l'objet d'en parler aujourd'hui, mais c'est un marché qui est aujourd'hui très, très actif. Oui, pourquoi l'Italie, justement ? Pourquoi plus que... l'Allemagne, ou je ne sais quoi. Alors, ça c'est un peu un autre sujet, mais effectivement, on considère aujourd'hui que la France et l'Italie ont des cycles d'évolution en termes d'activité du marché immobilier logistique qui sont assez similaires, en tendance, avec ce qu'on constate depuis de nombreuses années déjà, un léger décalage, une légère avance du marché français sur l'Italie de l'ordre de 18 à 24 mois. Et donc, on constate aujourd'hui en Italie des mutations, tant dans la manière de gérer les activités logistiques, cette notion de last mile qui arrive depuis quelque temps en Italie, mais qui est déjà bien ancrée en France et qui a déjà passé le pas, je dirais, des hyper-centres-villes. Et donc, on a vraiment une vraie corrélation entre ces deux marchés, qui est corroborée d'ailleurs par les utilisateurs avec lesquels on discute tous les jours, qui pour certains ont des ambitions de développement européennes et qui aussi réfléchissent en parallèle de leur développement en France à leur installation en Italie. Après en France, effectivement, on poursuit notre développement, on poursuit notre sourcing et dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourra annoncer effectivement d'autres opérations, notamment sur Marseille, qui sont pour une opération qui est en cours de préparation. Voilà, et on a un sourcing qui se poursuit un peu partout en France de manière régulière. Pour le compte de clients dont vous n'allez pas me donner le nom, hélas.
Non, alors comme je vous le disais, on travaille vraiment en amont d'une expression de besoin de clients. Donc les clients, quand on acquiert et quand on restructure un immeuble, on les connaît pas à l'avance. En revanche, ce que je peux vous dire pour les dossiers les plus avancés, qui est celui de Reuilly, on est aujourd'hui en phase de discussion très avancée avec un utilisateur et on sera ravis de pouvoir vous en dire un peu plus dans les toutes prochaines semaines. On concrétisera cette opération avant la livraison des travaux qui est prévue courant mars. Donc c'est quelque chose qui va arriver à assez courte échéance. On gardera notre droit de suite alors. Exactement. Merci beaucoup, Rémi. Merci à vous. Et à bientôt. Bonne journée. Les grands entretiens, un podcast Imo Week.